Mesdames et messieurs, nous sommes heureux. Madame la ministre a accepté d'être ici, d'accorder son nom à cet événement. Madame la ministre de l'économie, du plan et du développement, pour échanger sur les risques au niveau national, la vision de la Côte d'Ivoire dans sa gestion de risques. Et je voudrais introduire en disant, et je salue le président de la FANAF, le président. Je voudrais introduire en disant qu'à l'occasion du CIREX, nous avons eu l'honneur de recevoir ici le vice-président du Nigeria. Et il a formulé cette phrase gentille à l'endroit du président de la Côte d'Ivoire en lui disant « Monsieur le Président, vous créez la stabilité au milieu de l'instabilité ». Donc c'est une belle phrase, mais ça relève peut-être d'une stratégie, une façon de s'organiser pour pouvoir couvrir les risques auxquels nous sommes exposés en tant que pays dans cette région. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir monsieur le directeur de cabinet de madame la ministre de l'économie et du plan du développement. On va échanger pendant quelques minutes sur ces sujets. Je vous prie d'accueillir le professeur Yo Nawa. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, en 10 ou 15 minutes, nous allons avoir un échange avec le directeur de cabinet de Madame la ministre de l'économie, du plan et du développement. Comment est-ce qu'on envisage quand on doit assurer le pilotage, la planification d'une économie comme celle de la Côte d'Ivoire, avec des risques? Comment est-ce que quand on pilote, dans quel état d'esprit on est quand on doit piloter la planification d'une économie dans un environnement comme ça? Première question pour débuter. Merci pour déjà la question, mais avant d'apporter des éléments de réponse, je voudrais remercier les organisateurs et c'est une instruction de Madame le ministre qui aurait souhaité être présente, mais son agenda n'a pas permis. Donc, elle voudrait vraiment remercier les organisateurs d'avoir associé son nom à l'organisation et également moi-même, c'est un honneur d'être présent. Et j'ai sauté tout le protocole. Peut-être qu'on pourra le rattraper dans la formule de lancement, d'ouverture. Et en allant droit dans le sujet, et effectivement, je pense que nous sommes à une période où il y a beaucoup plus d'incertitudes. Et donc, il dit incertitude des risques. Et on peut le constater aujourd'hui avec tout ce qui existe au niveau des conflits et les effets sur nos économies, les économies africaines. Il y a également les changements climatiques. On peut aussi observer tout ce qui se passe avec la volatilité des marchés mondiaux et également les conditions de financement qui se resserrent de plus en plus. Donc tout cela présente des risques. Et lorsque vous traitez d'un risque individuellement, évidemment, peut-être que ça paraît plus simple, mais quand on est confronté quand les effets de ces risques s'entremêlent, évidemment, ça crée des situations généralement complexes à gérer au niveau des États. Mais il n'y a pas d'autre moyen que de construire et de bâtir des économies résilientes. Et pour le faire, il est simple de comprendre que lorsque les risques et les incertitudes augmentent, évidemment, vous vous retrouvez dans une situation où ne pas construire votre capacité à anticiper, évidemment, c'est tout simplement être à la merci des effets pervers de ces risques. Donc, pour construire donc, cette capacité à anticiper, évidemment, il faut pouvoir mettre en place une économie qui n'est pas seulement une économie qui est réactive, c'est-à-dire qui encaisse et qui réagit, mais une économie qui peut anticiper et qui peut, on va dire, mitiger, sinon absorber les risques et aussi qui peut transformer on va dire les effets, ces risques-là en opportunités. Et c'est là où ça devient intéressant. Et quand on regarde un peu le parcours de la Côte d'Ivoire, surtout ces 2 dernières décennies, évidemment, on se rend compte que la planification stratégique a été l'outil qui a vraiment permis de relever la capacité de réaction de l'économie, la capacité d'absorption de ces chocs. Et on peut se dire aujourd'hui, quand on observe les principaux
les effets ou la manière dont les chocs exogènes de ces dernières années ont été gérés, on peut être fier de dire que l'économie de la Côte d'Ivoire a démontré une certaine résilience face aux différents chocs, puisqu'on a gardé un peu la trajectoire de développement. On ne s'en est pas écarté suffisamment. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Vous avez dit qu'il faut bâtir notre capacité à absorber les risques. On va revenir dessus. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire fait la planification stratégique? Vous mettez quoi dedans? On a traversé la période de Covid. Plusieurs économies étaient en récession. La Côte d'Ivoire a survécu. On traverse des crises sécuritaires, des crises monétaires. La Côte d'Ivoire arrive à survivre. Est-ce que c'est Dieu qui vous protège? Est-ce que c'est la chance? Ou alors est-ce que c'est un pilotage de l'économie? Si oui, quels sont les outils que vous utilisez? Alors, on veut la masterclass, monsieur le directeur de cabinet. Voilà, on vous écoute. Merci. Ça fait les risques que j'ai cités, les incertitudes, les risques sont tellement nombreux et aussi importants que peut-être on ne va pas avoir un outil pour chaque type de risque, mais on peut rester sur le cadre macro. Et quand je dis que la planification stratégique est l'outil qui a permis d'arriver à une certaine résilience, c'est que la Côte d'Ivoire, au sorti de la crise post-électorale, en fait, a abandonné un peu le pilotage à vue. Le pilotage à vue, c'était quoi? C'était chaque fois que nous avons peut-être le système, on va dire, l'État avait la possibilité de faire une politique. Évidemment, on avait juste des politiques à moyen terme de 3 ans et on faisait ce qu'on appelle un document de stratégie de réduction de la pauvreté. C'est juste que vous réunissez certaines composantes et vous vous entendez, étant donné que la situation macroéconomique est dans certains secteurs importants, voici la situation, quelle politique on peut mettre en œuvre. Et c'est ce qui se faisait. Et en abandonnant ce système, on est passé à une planification vraiment stratégique qui fait que vous mettez en place ce qu'on appelle des plans de développement nationaux. Et dans un plan de développement national, donc le premier qui était de 2012-2015, évidemment, il avait des objectifs précis. On sortait d'une crise, il fallait remettre les infrastructures en place, travailler sur la cohésion sociale et également mettre en place des outils qui vont permettre de relancer l'économie, c'est-à-dire en faisant les investissements prioritaires dans les secteurs stratégiques. Et c'est ce qui a été fait. On en a, à la fin, disons, de ce premier quinquennat, de ce plan, on a vraiment vu les avancées. Et ça donnait un peu de l'engouement et on est resté dans cette tendance. Et nous sommes aujourd'hui au 3e plan national de développement, le PND 2021-2025, en cours de mise en œuvre. Et nous préparons déjà le prochain plan 2026-2030. Et donc, dans ces plans, d'abord, vous allez avoir... dans la planification, vous allez avoir donc on va dire les politiques majeures, donc les politiques macroéconomiques, et vous allez avoir des politiques sectorielles. Et dans les politiques sectorielles, chaque secteur va avoir ses politiques avec des indicateurs précis qui sont suivis et qui montrent que le secteur avance, le secteur arrive à performer, de sorte que nous ayons des résultats sectoriel important et donc tout ça contribue à avoir des résultats macroéconomiques relativement élevés. Et donc c'est ce qui explique qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est reconnue comme l'une des économies les plus dynamiques au niveau de l'Afrique subsaharienne, ne serait-ce que de par sa croissance. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. On a amorcé ce que nous appelons aujourd'hui la transformation structurelle de l'économie, entendu par là que vous aviez, je pense que les économistes essaient de caricaturer l'économie en 3 secteurs. Vous aviez le secteur primaire qui regroupe tout ce qui est agricole, le secteur secondaire qui est, on va dire en majorité, le secteur industriel, et puis vous aviez le secteur tertiaire. Mais quand l'économie est encore embryonnaire, vous tirez l'essentiel de votre valeur ajoutée du secteur primaire et ce qui va concentrer la plupart des emplois, la plupart on va dire des produits, donc une bonne partie
du produit national, du produit intérieur brut. Et tout ça, ça crée une dynamique qui n'est pas assez intéressante puisque dans la plupart des cas, vous reposez sur les produits agricoles et leur exportation. Donc, depuis qu'on met en œuvre les plans, il y a des objectifs précis sur la transformation des matières premières, sur tout ce qui relève du développement du secteur industriel. Et aujourd'hui, ce développement du secteur industriel fait qu'il porte une bonne partie de notre économie et qui fait qu'il y a des effets d'entraînement sur les autres secteurs. Et aujourd'hui, quand on dit que l'économie est résiliente, c'est parce que tout simplement, lorsqu'il y a des chocs, évidemment, le secteur industriel qui crée plus de valeur ajoutée aujourd'hui, évidemment, permet de ne pas perdre beaucoup d'emplois. Il permet également de ne pas trop souffrir on va dire, soit des financements ou de l'activité, même du niveau de l'activité. Et c'est tout ça qui contribue à faire de la croissance, à poursuivre la création de richesses. Et bien sûr, nous avons aussi d'autres volets où on essaie de la redistribuer plus pour que aussi le risque au niveau social soit maîtrisé. Merci beaucoup. Donc, j'ai bien retenu vision à long terme, déjà, planification de l'économie, aussi rigueur aussi dans la mise en œuvre, parce que c'est une autre chose, rigueur dans la mise en œuvre des plans. On a aussi noté la diversification, qui est un outil de gestion des risques en soi. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, notamment, est-ce qu'il y a des solutions qu'on peut utiliser avec des assureurs au niveau national? Est-ce qu'il y a des façons de rentrer dans des contrats avec les assureurs pour protéger des pans de l'économie? Est-ce que même les assureurs assurent les États? Voilà. Est-ce que vous avez des outils comme ça qui permettent, ne serait-ce que de façon sectorielle, soit par la garantie publique de l'État ou alors par le jeu des assureurs privés, de trouver des solutions en cas de survenance d'un risque? Oui, mais les assureurs dans une économie, je ne vous dis pas, vous êtes bien informés qu'ils sont aussi importants parce que c'est des agents à capacité de financement. Alors, donc, ils contribuent et il faut dire que dans cette dynamique, je peux déjà vous dire que le plan national de développement, le PND 2012-2015, c'était, si ma mémoire est bonne, autour de 15 milliards de dollars, 15 milliards de francs CFA. Celui de 2016-2020, c'est 30 milliards de dollars et celui qui est en cours de mise en œuvre, c'est 59 milliards de dollars. Et dans cette fourchette de financement, vous aviez, surtout pour le dernier plan, le secteur privé qui fait 74% de financement. Donc l'État apporte autour de 20-26%. Et donc ça repose, donc une bonne partie des investissements repose sur les acteurs privés. Et dans ces acteurs privés, le secteur de l'assurance également, qui est en capacité de financement, est un acteur important puisqu'il peut prêter en fait aux différents acteurs. Le secteur financier aussi doit pouvoir jouer cette intermédiation. Donc on a vraiment cette place qu'on accorde au secteur privé et dans laquelle évidemment on attend beaucoup des assureurs. Et ça, c'est sur le plan, lorsqu'on reste dans l'investissement privé, il faut pouvoir créer les conditions et les échanges avec le secteur privé, le cadre qui est mis en place permet d'adresser des problématiques et je pense que le patronat au niveau du CICG contribue vraiment à tous ces échanges associés et qui a même un livre blanc dans lequel l'État essaie on va dire, d'éliminer les obstacles à l'investissement, à l'amélioration donc du climat des affaires, et donc c'est des politiques bien ciblées. Mais un élément important, c'est le partage du risque en fait, c'est-à-dire que lorsque l'économie croît, vous arrivez à des niveaux d'investissement aussi de plus importants et dans des secteurs qui sont aussi risqués, comme ceux que vous avez identifiés, que ce soit les mines, les infrastructures et autres. Mais également même sur des investissements aujourd'hui agroalimentaires, c'est-à-dire que l'agroalimentaire c'est un secteur stratégique et important, mais aujourd'hui du fait des changements climatiques, il y a des sérieux risques. Donc il y a ce qu'on appelle le partage de risques et l'État ne peut pas totalement porter ce risque et aussi le secteur privé ne peut pas venir sur un secteur
avec sans rentabilité et qui relève peut-être, on va dire, de l'investissement du secteur public et sans incitation. Donc il y a tout ce système de garantie, de collaboration avec le secteur privé que l'État met en place. Donc vous aviez aujourd'hui des structures qui bénéficient dans certains domaines de garantie de l'État en termes de mise en œuvre de certaines politiques. Ça, c'est des batailles de risques. Vous avez aussi des partenariats publics-privés qu'on essaie de développer, même dans le domaine de l'énergie aujourd'hui, même dans le domaine des infrastructures, où le secteur privé est associé et il participe pleinement. Et c'est tout ça qui nous fait chercher des méthodes, de nouvelles méthodes, on va dire une collaboration plus intelligente entre l'État et les acteurs du secteur privé. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. On a une expérience qui montre que, évidemment, chaque acteur, surtout les acteurs à capacité de financement comme les assurances, peuvent pleinement contribuer à cette dynamique. Le développement durable, l'idée c'est de préserver nos ressources pour les générations futures. On sait que le secteur minier peut avoir des impacts sur l'environnement. On sait que le secteur pétrolier peut avoir un impact sur l'environnement. La Côte d'Ivoire, toutes les semaines, on découvre un nouveau gisement, soit d'or de classe mondiale, soit de pétrole de classe mondiale. On attire des investisseurs du monde entier. Quelle est la politique ivoirienne en matière de durabilité face à des investissements aussi massifs, monsieur le directeur de cabinet? Merci. Je pense que la question est un peu complexe, mais je me dis souvent même le secteur privé a plus de réponses à cette question que nous, parce que déjà le secteur privé c'est une diversité d'acteurs et qui sont aussi, on va dire, des professionnels avérés dans un secteur donné. Et c'est pas toujours que, évidemment, l'État va avoir toute l'expertise sur un secteur donné. Et donc, c'est pourquoi, quand je parle de collaboration intelligente, c'est comment, ensemble, nous analysons cette durabilité parce que les préoccupations, les risques évoluent rapidement. Mais pour ce que nous connaissons à l'heure actuelle, évidemment, l'État essaie de mettre en place un cadre qui va favoriser donc l'investissement dans les différents secteurs et est disponible déjà pour un accompagnement en termes de garantie, comme je l'ai dit. Mais également, il y a des investissements qui relèvent de l'État. Si vous prenez par exemple le volet énergétique et autres, tout ça, un État doit pouvoir garantir la disponibilité et la qualité de l'énergie. Mais aujourd'hui, on va le faire avec le secteur privé. Il faut trouver donc les partenariats qu'il faut pour pouvoir y arriver et l'État essaie de travailler là-dessus. On a aussi une très bonne collaboration avec les institutions financières internationales qui nous accompagnent aujourd'hui, qui font aussi des garanties sur de l'investissement public. Quand je dis de garanties, étant donné que les conditions de financement sont de plus en plus difficiles, évidemment, il n'est pas facile aussi pour un État de pouvoir s'appuyer uniquement sur l'investissement privé, j'allais dire sur les opérateurs privés qui, eux aussi, ont de la rentabilité à exiger et pour lesquels aussi il faut pouvoir mobiliser les ressources qu'il faut. Donc l'État, évidemment avec l'appui des institutions financières internationales, essaie de trouver tout ce qui peut, des ressources concessionnelles qui peuvent faciliter la mise en œuvre de ces projets. Et également, l'État, en relation peut-être avec ces institutions financières internationales, on peut citer aussi les financements innovants qu'on y trouve. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en relation avec le Fonds monétaire international, bénéficie de ce qu'ils appellent la facilité pour la résilience économique. Et cette facilité, évidemment, vous donne un certain nombre d'investissements, mais en contrepartie, vous avez aussi des réformes à mener et dans le cadre de ces réformes, évidemment, nous disposons aujourd'hui d'une taxonomie de projets sur les différents secteurs, c'est-à-dire qui permet de savoir quels peuvent être les risques environnementaux sur un secteur donné. Et également, nous travaillons aussi à introduire dans la planification et surtout au niveau du budget ce que nous appelons l'analyse des risques climatiques. Et ça se fait aussi
à un niveau macro avec des modèles donnés pour pouvoir capter si les changements le changement climatique atteint un certain niveau, quel peut être l'impact sur les investissements réalisés dans certains secteurs qui sont à risque. Donc, il y a tout ce que l'État essaie de mettre en place pour pouvoir contrôler les différents risques. Il y a tout ce qu'on met en place pour pouvoir vraiment avoir les partenaires au développement autour vraiment des priorités nationales. Et quand on juge qu'un investissement dans un secteur donné est une priorité nationale, évidemment, on peut vraiment travailler en relation avec les acteurs qui sont présents pour pouvoir y arriver. Je pense que votre question avait un volet que j'ai un peu oublié. Oui, mais non, mais oui, j'ai une follow-up question dessus pour bien comprendre. Hein, qu'est-ce que vous faites en matière de finance verte, par exemple? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'argent dans la finance verte. La Côte d'Ivoire a besoin d'argent, donc elle doit s'adapter. Ça doit être une priorité nationale. On a des normes environnementales maintenant avec certains de nos clients. Outre, juste avant l'arrivée du président Trump, bon, le monde était en train de se verdir à grande vitesse. Je pense qu'il a un peu ralenti la vitesse du verdissement de l'économie mondiale. Je ne sais pas à quel rythme il a ralenti, mais ça s'est ralenti. Certains ont changé de stratégie depuis qu'il est arrivé. Donc, on est en train de rentrer dans un monde de vert. Tout est vert, tout est durable. Il faut que la Côte d'Ivoire se positionne comme une nation capable de capter ce genre de financement vert. Quelles sont les initiatives précisément dans ce sens qui sont faites au niveau national? Comment est-ce qu'on prépare la Côte d'Ivoire à capter ce genre de financement divers? En tout cas, l'un des objectifs précis à ce niveau, c'est déjà d'accroître la mobilisation des ressources vertes et les initiatives en cours concernant tout ce qu'il y a comme structures qui doivent être qui doivent être accréditées par le Fonds vert climat. Et aujourd'hui, on a au moins on a moins d'une dizaine de structures qui sont accréditées, mais l'objectif, c'est de relever ce défi. Donc, on y travaille, mais au moins, on a autour de 5-6 structures aujourd'hui qui sont accréditées. Et le système étant que pour pouvoir bénéficier du fonds vert, évidemment, il faut pouvoir soumettre des projets à travers une structure qui est régulièrement accréditée. Et une fois que cela augmente, évidemment, on travaille aussi, le ministère de l'Environnement et du Développement durable travaille sur le renforcement de nos structures importantes qui doivent pouvoir soumettre des projets dans ce canal. Et on a pas mal d'agences d'exécution qui sont concernées par ces renforcements de capacités. Et il y a aussi des initiatives qui concernent, dans le cadre des contributions nationales déterminées, des initiatives sur l'initiative carbone qui permet tout simplement de pouvoir mettre en place des systèmes qui vont nous permettre, lorsque nous menons une agriculture ou des activités qui sont on va dire, qui sont moins polluantes, de pouvoir capter des ressources au niveau du carbone avec ce qui est appelé au niveau international la taxe carbone. Donc, c'est des initiatives qui existent et également à côté de tout cela, il y a tout ce qui existe comme la préservation de la biodiversité et également la préservation de l'environnement pour pouvoir rendre notre système productif beaucoup plus durable et résilient. Les PND ont bien marché. Tous vos PND ont bien marché jusqu'à aujourd'hui. Oui. Il y a un nouveau PND en préparation. On ne sait pas ce qui se passe. C'est quoi les perspectives? Est-ce que vous pouvez nous aider à nous projeter un peu sur le PND 26, c'est 26-30, c'est bien ça? Oui, effectivement, le PND, la préparation du PND 2026-2030 avance très bien. Et on l'a démarré depuis 2024. Et il faut dire que l'objectif principal, puisqu'il est aligné sur ce qu'on a appelé la stratégie Côte d'Ivoire 2030, l'objectif c'est de faire les transformations économiques nécessaires pour que le pays, la Côte d'Ivoire, entre ou atteint le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Alors, c'est une classification qui est faite par
la Banque mondiale, le FMI, qui permet tout simplement de classer les pays selon le revenu par tête. Alors, donc, nous avons, avec les PND passés, atteint la tranche inférieure des pays à revenu intermédiaire. Nous voulons passer dans la tranche supérieure. Et là, le revenu est entre 4 000 et 4 500. Le revenu par tête, 4 500 dollars par tête. Donc, pour l'instant, on est encore inférieur avec un revenu de 2 000 à 2 500. Donc, il faut pouvoir passer dans cette tranche. Mais ça nécessite des transformations. Ce n'est pas aussi aisé parce que les économistes montrent que dans la croissance, lorsque vous êtes à un niveau inférieur, la croissance peut être grande. C'est-à-dire que lorsque vous aviez un PIB de, je dis n'importe quoi, de 20 000 dollars, évidemment, vous pouvez faire, lorsque vous avez juste 5 000 dollars de plus, quand on calcule, ça fait une bonne croissance déjà. Mais lorsque vous atteignez peut-être un niveau de 100 000 dollars comme PIB, évidemment, si vous faites 5 000 de croissance, vous n'avez pas un bon taux de croissance. Donc, c'est dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, ça nécessite de travailler de plus en plus pour pouvoir garder cette dynamique de développement. Et donc, le PND 2021 et 2026-2030, avec tout le diagnostic qui est fait, montre que si nous ne passons pas à un autre modèle de croissance, il sera difficile d'atteindre l'objectif. Et on va passer à ce modèle de croissance dans lequel on aura une productivité des secteurs stratégiques qui est plus élevée. On constate que l'agriculture, qui est un secteur important, a une productivité qui est relativement faible. Donc, il faut travailler à mécaniser, à créer des chaînes de valeur dans ce secteur qui vont permettre de maintenir cette dynamique parce qu'on va avoir une valeur ajoutée plus importante au niveau du pays. Et également, au-delà donc de ce secteur, on a une transformation structurelle de l'économie. J'ai dit tout à l'heure qu'on l'a amorcée, mais qui est encore faible. Ça veut dire qu'il faut continuer à travailler sur la politique industrielle de l'économie. Et cette politique industrielle voit le secteur agro-industriel, mais également le secteur extractif, puisque aujourd'hui, comme vous le dites, on a beaucoup de possibilités là-bas. Donc, il faut pouvoir extraire ces ressources et avec le système de gouvernance qu'on a en place, utiliser ces ressources pour construire soit la politique, pour mettre des infrastructures stratégiques au niveau de l'industrie, au niveau du transport, au niveau de tout ce qui est comme secteur de connectivité, pour espérer qu'on va on va préserver cette dynamique et qu'on va créer plus de richesses ici. Et surtout que cette richesse pourra permettre de sera mieux redistribuée et donc on aura un effet aussi d'entraînement au niveau des dépenses on va dire la consommation et surtout de la consommation intermédiaire pour pouvoir maintenir la dynamique. Donc, oui. Le PND 2026-2030, évidemment, il est, comme je le viens de le dire, il sera très ambitieux. Donc, nécessairement, il va nécessiter beaucoup plus d'investissement et donc, il va nécessiter la contribution et la participation de l'ensemble des secteurs et en particulier le secteur privé. Est-ce que vous avez une stratégie en particulier en matière de démographie ? On ralentit, on accélère ? Parce que si on ralentit, ça peut augmenter le PIB par habitant. Oui, mais les idées sont partagées sur la question et on a vraiment on a une politique de population qui vise vraiment à améliorer la quête du dividende démographique. Donc ce dividende démographique, évidemment, certains pensent qu'il faut l'obtenir en allant diminuer le nombre d'enfants et tout ça. Je pense que nous sommes plutôt dans l'optique qu'il faut pouvoir autonomiser la jeunesse, faire en sorte, disons, de créer ou développer les compétences au niveau de cette jeunesse, parce qu'aujourd'hui, on peut la voir comme peut-être un obstacle, mais nous préférons la voir tout simplement comme une opportunité à saisir. Et la Côte d'Ivoire a la possibilité de faire les investissements nécessaires, d'encadrer la jeunesse et de faire en sorte que cette jeunesse-là également soit un pilier pour maintenir la dynamique de croissance.
Petite question sur le contenu local, ne serait-ce que sur l'utilisation des capitaux locaux. On a vu que avec le CPC, on a vu que les Africains étaient numéro 1 dans l'investissement en Côte d'Ivoire. On a vu que même parmi les Africains, les Ivoiriens sont de plus en plus nombreux à investir. C'est important également pour dérisquer les secteurs quand les nationaux investissent. Est-ce qu'il y a une politique concrète en ce sens, dans ce sens-là, dans le cadre de notre nouveau PND? Oui, on a eu une politique concrète déjà dans le PND 2021-2025. Peut-être que c'était déjà un objectif, mais ça n'a pas démarré tôt. Mais aujourd'hui, on a quelques résultats dans les secteurs extractifs, comme vous l'exposez. Évidemment, le contenu local, il est présent dans les documents stratégiques, il est présent dans beaucoup de secteurs comme mesure de mise en œuvre de certains projets. Ce qu'il faut, c'est comment renforcer donc, la mise en œuvre de cette réglementation, parce que ça existe vraiment dans les textes qu'il faut faire en sorte que l'investissement, une bonne partie également, on va dire, provienne de ou bénéficie à des nationaux, des entreprises installées sur place. Mais je pense que c'est dans la mise en œuvre que ça se passe. Et vous, même vous, comme vous le dites, quand il y a beaucoup de risques de gestion et beaucoup de problématiques qui sont à aborder en même temps, c'est pas facile toujours de pouvoir veiller à la mise en œuvre efficace. Mais je pense que le secteur pétrolier a montré vraiment un exemple et dont nous sommes fiers. On va peut-être s'appuyer sur donc, ces gains rapides-là pour voir comment est-ce que dans les autres secteurs, on essaie de renforcer donc, la mise en œuvre de ces mesures et que vraiment ce contenu local-là soit déjà on puisse mettre en œuvre ce qui est prévu et comment est-ce qu'il faut le faire évoluer. Et là, on travaille chaque fois avec les différents acteurs. Et comme je le disais tout à l'heure, dans les secteurs où ça évolue, vous avez vu un peu toute la communication, tout ce qu'il y a comme échange avec que ce soit les investisseurs, l'État, les investisseurs, les bénéficiaires et même la société civile souvent. Donc, c'est tout ce dialogue-là avec les différents acteurs qui va nous permettre de pouvoir renforcer ce volet. Notre conversation est terminée. Je vous prie de bien vouloir saluer Monsieur le directeur de cabinet. Merci, merci. Et merci infiniment, professeur. Et avant de vous donner la parole pour prononcer la formule d'ouverture, quels sont les mots que vous adressez aux participants? L'idée de cette coopération sous-régionale pour travailler dans le cadre de la gestion des risques dans le domaine extractif. Oui, mais d'abord, je voudrais dire, comme mes prédécesseurs à cette cérémonie d'ouverture l'ont dit, la thématique est très importante et l'importance même fait que vraiment Madame le ministre avait planifié d'y arriver. Je pense que c'est à la dernière minute qu'on a dû prendre cette décision que de la représenter avec les organisateurs. Mais la thématique est tellement importante que et face aussi aux enjeux de développement, les enjeux, ça dépasse vraiment le cadre privé, ça dépasse le cadre public, vraiment, c'est le cadre communautaire. Et donc, avoir des échanges comme ça, c'est important. Et un élément important, surtout, c'est cette communauté que vous êtes en train de bâtir. Donc, avoir une communauté de gestion des risques, évidemment, ça crée au moins une plateforme d'échange, un cadre qui est à la fois technique, à la fois politique et à la fois, j'allais dire, pratique, parce que vous avez ici présent à cette assemblée des praticiens, des gens qui sont en contact direct avec ces risques, c'est des gens qui manipulent ces risques tous les jours. Ce n'est pas tout le monde qui le fait, et les avoir autour d'une table, c'est vraiment une très belle initiative que je voudrais ici encourager et souhaiter vraiment plein succès à vos travaux et souhaiter que cette communauté-là s'élargisse et qu'elle puisse à l'avenir aussi également intéresser plus de décideurs politiques. C'est vrai que je me retrouve ici en tant que représentant de Madame le ministre. Peut-être qu'il y a d'autres acteurs aussi au niveau étatiques qui sont pleinement concernés. Excusez-moi, que j'aurais souhaité peut-être rencontrer ici et qui pourraient aussi apporter des éléments de réponse. Donc vraiment, merci et merci beaucoup. Plein succès à vos travaux. Merci.